Donc, je remercie l'organisation pour ce colloque qui me permet de présenter deux groupes féminins dans le Gard. Et je suis restée assez proche des courriers. Donc, alors que les femmes adhèrent à la Révolution française en participant aux assemblées nationales et sectionnaires, en se réunissant dans les clubs patriotiques, les députés leur dénient les droits politiques. Elles sont des épouses et des mères qui se dévouent à la famille et aux enfants. Et face à l'adversité, elles vont effectivement se concentrer sur les préoccupations familiales. Toutefois, elles vont s'octroyer une nouvelle responsabilité qui sera de pétitionner, encourageant les informations qui vont circuler grâce à leur engagement entre les prisonniers, la commune, le district et le département. Du reste, dans le Gard, les autorités rappellent à l'ordre les districts qui doivent transférer au plus vite les pétitions dans les communes avec la conclusion des délibérations afin que chaque citoyen soit tiré de la peine. Dans le cadre de notre recherche, nous avons caractérisé donc deux groupes féminins. Le premier se concentre sur les femmes de gendarmes qui vivent en brigade. Après le départ des hommes à la guerre en 1792, elles sont sommées de rendre l'appartement. Elles vont s'arc-bouter avec la volonté de garder cet espace de vie. Le second groupe est déterminé par la loi des suspects. Je parlerai donc des épouses de suspects. Ce sont des hommes qui sont accusés de grands crimes et ils sont emprisonnés. Les épouses vont se mobiliser afin de leur procurer main forte. Notre exposé se base sur des documents issus de la série L des archives départementales du Gard. Il s'agit de comptes rendus du procureur général syndic Griolet, qui est très actif dans le Gard, de correspondances, de lettres privées adressées au département, au district, aux communes. Il existe une interconnexion entre l'État qui légifère, la hiérarchie militaire qui épaule les épouses, les mères et les administrations qui appliquent ou non les lois publiées. Nos sources se concentrent donc sur deux périodes extrêmes, celle du départ à la guerre des gendarmes en 1792 et celle de janvier-août 1794. La Révolution ancre avec force la notion de justice dans la société. Les femmes ont-elles pris conscience de l'importance du moment? Se sont-elles appropriées en fonction des changements politiques d'une manière d'écrire qui va porter ses fruits? La Révolution a-t-elle permis une mise en pratique des connaissances quotidiennes acquises au fil des années longues? Dans une première partie, nous observerons que la place des femmes de gendarmes n'est pas définie au sein des brigades. Dans le Gard, le procureur Griolet est obligé d'arbitrer entre les épouses et les surnuméraires pour attribuer un espace privé inséré dans un espace public au niveau donc de la petite brigade. Dans une seconde partie, nous verrons que les épouses de suspects agissent dans un continuum. Elles se déplacent de leur habitation vers la prison pour les visites et elles quadrillent les districts à la recherche des documents indispensables aux élargissements et à la levée des scellés. Enfin, les femmes affirment qu'elles sont submergées par le ménage intérieur, qu'elles ne peuvent pas s'occuper de la gestion des biens. Mais la loi des suspects prive la cellule familiale des parts d'héritage. Les épouses les plus aisées vont batailler pour les conserver. Nous partons donc d'une première partie qui est la brigade, un espace de vie privé et un espace de vie public. La période révolutionnaire conserve ces anciennes brigades et adapte l'implantation des nouvelles au découpage administratif du département. Le Gard réussit l'implantation de 20 brigades de gendarmerie, conformément à la loi du 14 et 29 avril 1792. Les baux sont établis, les gendarmes vont assurer la tranquillité publique sans penser au logement, qui serait une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Cette situation, qui semble idyllique, ne perdure pas. En effet, pour faire face à l'invasion du territoire français, les gendarmes partent aux frontières, ils sont remplacés par des surnuméraires. La loi du 21 août 1792 ordonne que les brigades soient renouvelées en entier
après le départ aux armées. Les conséquences sont désastreuses sur l'occupation des appartements. A priori, les familles de gendarmes sont mobilisées sur le front. Ces familles gardent la permission de détenir le logement. Et ce sont les surnuméraires qui sont tenus de se loger personnellement dans le lieu de leur brigade. Au contraire, le décret du 5 et 6 octobre 1792 va stipuler que les logements des gendarmes appelés aux armées seront occupés par les surnuméraires. Quant au décret du 22 décembre, il s'oppose totalement au précédent. Dans son article 1er, il prévoit une augmentation de traitement de 8 livres pour tenir lieu de logement aux gendarmes surnuméraires. À Nîmes, le procureur Griolet affronte des impératifs de guerre. L'application successive et contradictoire des décrets dans un temps limité entre les mois d'août et décembre 1792 engendre des complications de toute nature. En parallèle, le procureur conduit des questions ayant trait à la transformation de la maréchaussée en gendarmerie. Il s'occupe des candidatures, des baux, de l'armement. Il est donc normal qu'il réceptionne les lettres des épouses en difficulté. Par contre, il faut bien remarquer que nombre de ces lettres sont retranscrites par les officiers de gendarmerie ou par les officiers municipaux. À ce sujet, un début de réponse transparaît dans les registres d'actes notariés. Les gendarmes se fiancent, se marient, et donc ces gendarmes font des promesses de mariage, et sur certaines de ces promesses, il est écrit que les futurs mariés n'émargent pas car elles ne savent pas lire et écrire. Finalement, la place de cavalier de maréchaussée était enviée de beaucoup et la gratuité du lieu de vie, même s'il est dépourvu de toute commodité, eau, toilettes, cheminée, est un facteur indéniable de stabilité économique pour la famille. Dans un premier temps, Griolet déclare que les épouses qui ne veulent pas réinvestir leur ancien toit ont droit à l'indemnité de 8 livres. Le procureur souligne, et là je le cite, « Les femmes qui désireraient de rentrer dans les casernes doivent y être admises. » D'évidence, les épouses sont informées. Elles sollicitent la garde de l'habitation dans les villes d'Alès, Pont-Saint-Esprit, Saint-Hippolyte, Le Vigan. À Nîmes, celles qui ont engagé des frais de déménagement souhaitent obtenir la fameuse indemnité de 8 livres. D'autres postulent, qui ont déjà déménagé, postulent pour leur réintégration. Et au cours du mois d'octobre 1792, le procureur est moins conciliant et il est impératif que les familles abandonnent les lieux. Les épouses, ce sont elles qui recevront les 8 livres par mois d'absence du gendarme. Les décrets laissent place à un flottement. Les autorités sont prises au dépourvu car la présence des femmes n'a pas été examinée. L'impensé féminin oblige le procureur à arbitrer au gré des évolutions et des contradictions de la législation. Pour les épouses, il ne s'agit pas d'un refus d'obéissance. Leur place au sein des brigades reste indéterminée. Il est donc obligé qu'elles s'adaptent. Dans un premier temps, elles ont choix, et puis ensuite, elles vont s'engager, donc en fonction de leurs besoins. Et puis, en définitive, en décembre 1792, toutes les femmes de gendarmes vont quitter le logement et recevoir les 8 livres. Elles recevront aussi des aides ponctuelles qui seront distribuées par l'État, ainsi que d'autres aides qui vont être accordées par les autorités gardoises. Durant la période révolutionnaire, il n'est pas question d'un système organisé de protection sociale. Néanmoins, le décret du 16 novembre 1793 rapporte la pétition de la veuve du gendarme Benoît Werkmeister. Grâce à cette dernière, les veuves de gendarmes de toute la France percevront une assistance provisoire de 200 livres. Cette prime s'attribuera également à la suite de maladies. Au regard de la délibération de la commune de Le Vigan, on apprend la mort du gendarme François Février. Il est décédé dans ses foyers des suites d'une maladie non spécifiée contractée au service de la République. Son épouse, mère de 6 enfants, implore les aides accordées aux défenseurs de la patrie. Guénier, le chef d'escadron de la 11e division de gendarmerie, il a donc sous sa responsabilité les départements de l'Hérault, du Gard et de la Lozère,
se détermine en faveur des épouses, de l'épouse. Il est urgent de la soulager et donc le représentant du peuple Bori va accorder les soutiens sans délai. À Beaucaire, une autre gendarmerie, 3 épouses de gendarmes parties pour l'armée des Pyrénées briguent elles aussi des rations de vivres dues à leur mari pour les mois de Germinal, Floréal et Prairial. Elles s'adressent en ces termes au capitaine de gendarmerie: vous lèverez de la misère des pauvres femmes qui n'avaient que les bras de leur mari pour se sustenter. Les autorités administratives prescrivent qu'on leur concède la boisson, le pain, les légumes et la viande. Les denrées sont distribuées au niveau de la brigade. Les 20 brigades sont implantées dans des chefs-lieux de district et des chefs-lieux de canton. Ce maillage favorise la surveillance des routes. Il signifie aussi que l'environnement géographique des brigades est urbain. Les femmes ne sont pas isolées dans les campagnes. À l'intérieur des villes et des gros bourgs, elles ont accès à l'information et à la hiérarchie toute proche. En foi de quoi, elles vont déménager et elles vont se réinstaller par leurs propres moyens à proximité des brigades d'affectation des époux en attente de leur retour de la guerre. Les femmes de gendarmes représentent un petit contingent de la population. Malgré cela, nous constatons que les réclamations sont entendues. Elles vont circuler de la plus petite unité de gendarmerie, la brigade, vers la hiérarchie militaire, c'est-à-dire le colonel, puis vers le district. Le colonel transfère donc les courriers des épouses au district, et notamment là, on a vu l'exemple de Le Vigan. La brigade est un petit espace public qui facilite l'interaction des épouses et des autorités. Les démarches aboutissent, les préoccupations domestiques sont atténuées car elles se trouvent être victimes de la guerre et à ce titre, elles ont droit au soutien de l'État. Les épouses de suspects sont emprisonnées, sont semblablement des mères de famille, mais elles subissent l'opprobre de la société. Elles vivent aussi dans l'intérieur du département, mais elles sont seules pour faire face aux imprévus, à l'adversité. Elles s'accaparent la suprématie du chef de famille et vont se déplacer de leur habitation vers la prison pour les visites et sillonner les districts à la recherche des documents indispensables. Il nous faut exposer que la constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 supprime les évêchés d'Alès et d'Uzès. La ville d'Alès prescrit que le palais de son évêché serve à une activité publique. Au cours de l'an 2, le palais est occupé par l'administration du district et par le tribunal judiciaire. Au cours de l'an 3, il abrite le comité révolutionnaire. Il sert de local au tribunal de police correctionnelle, à la gendarmerie, au receveur des finances, à l'imprimerie du district. Mais ce bâtiment est vendu. Selon les opportunités, les nouveaux propriétaires changent la destination des locaux. Cette instabilité organisationnelle oblige les épouses à recueillir des renseignements sur la localisation exacte des administrations. Les épouses vont percevoir l'espace urbain de façon utilitaire. Quelles sont ces épouses? De quelle épouse je parle en nommant ces femmes des épouses de suspects? Donc, le 31 décembre 1793, la section révolutionnaire parisienne Guillaume Tell, dans une pétition, s'élève à l'encontre de ceux qui ont sollicité de la Convention nationale d'user de douceur envers les hommes suspects. Cette section déclare qu'elle n'a pris aucune part à la pétition qui fut présentée par des femmes il y a quelque temps. Cette section regarde les maisons d'arrêt comme la boîte de Pandore, et si on les ouvre, un déluge de mots inondera la France et il ne se retrouvera plus d'arche miraculeuse qui sauve une famille. Cette apostrophe exprime la rigueur de la société vis-à-vis des hommes et des femmes suspects qui ne soulèvent aucune compassion. D'ailleurs, le maire Courbis de Nîmes insiste de ne point s'apitoyer sur eux. Les suspects sont considérés comme des agents de l'ennemi intérieur. Ils doivent être jugés. Le nouveau décret présenté par Merlin de Douai prévoit dans son article 5, je cite l'article, que les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêt du lieu de leur détention. À défaut de maison d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives. Pour Anne Simonin, cette mesure de garde à domicile
renseigne sur ce qu'est un suspect dans l'imaginaire révolutionnaire. Je cite Anne Simonin, elle dit « Le suspect est assimilé à un débiteur indélicat qui a volé non pas l'argent, mais la confiance de la nation. Un suspect est un individu susceptible des plus grands crimes ou délits contre-révolutionnaires, dans la mesure où la nation ne peut plus avoir confiance en lui. » Les villes chefs-lieux regroupent les administrations. Elles ont été choisies de façon à ce que les habitants les plus éloignés puissent s'y rendre en une journée. La finalité des villes, dans ce cas, est d'ordre administratif. Chaque citoyen peut accéder aux établissements publics concentrés dans un espace d'action proche. Nous pouvons accréditer, grâce aux extraits de registre des municipalités, aux nombreux devis de réparation des prisons, que les prisons sont établies dans ces chefs-lieux de département à l'image des brigades et en grande partie dans les châteaux forts d'Alès, de Beaucaire, de Nîmes, de Pont-Saint-Esprit, de Sommières, d'Uzès, de Villeneuve-les-Avignon. En ce qui concerne les hôpitaux, ils sont mentionnés dans les archives à Aigues-Mortes, à Alès, à Aramon, ainsi que dans toutes les villes situées que je viens de citer. Un hôpital est aussi mentionné à Le Vigan, un autre à Saint-Gilles. Les épouses déploient une énergie considérable afin de libérer la parenté emprisonnée. Les sentiments sont peu visibles dans les courriers. En revanche, les lettres nous éclairent sur la réalité carcérale. Les femmes décrivent la brutalité de la vie dans les prisons. Dans celle de Portes, par exemple, les détenus sont pris de violentes oppressions, de maux de tête, de coliques. Et une épouse se plaint, la maison d'arrêt de Portes n'offre aucune ressource, dit-elle. Et toutes les femmes brossent des symptômes qui prennent, je les cite, un caractère d'opiniâtreté. Jeanne Michel, dans sa lettre du 10 juin 1794, appelle à la conduite de son mari du fort d'Alès vers l'hôpital, tandis que la citoyenne Boissier, épouse d'Ombre, prétend pareillement à un transfert de son mari, mais de la prison d'Alès vers son domicile. Toutes deux pensent qu'ils y recevront des soins plus appropriés. Au cours de Thermidor en II, les protestations féminines déclenchent la venue de l'officier de santé auprès des malades emprisonnés. S'enchaîne un processus. L'officier de santé Tesser, très souvent cité dans les archives de la prison d'Alès, donc, examine le patient, détaille les symptômes, fixe un diagnostic. Le dossier est transmis au corps municipal qui, après délibération, consent soit à l'hospitalisation, soit au renvoi vers la demeure familiale. Ce dénouement est la solution la moins contraignante pour l'épouse, mais uniquement dans l'hypothèse où les emplacements géographiques à la fois de la prison, de l'habitation ou de l'hôpital concordent. Les femmes ne remettent pas en cause les accusations. Anne Portalier écrit à plusieurs reprises. Elle ne s'inquiète non pas parce que son fils est déclaré comme un fanatique, mais parce qu'il est attaqué par une maladie très dangereuse. Les femmes exposent qu'elles sauront soigner leur fils ou époux et qu'ils iront reprendre les fers dès que rétablis, comme s'il était avéré que les familles empiètent sur les attributions de la prison défaillante. Il ne s'agit pas d'un défaut de maison d'arrêt, mais de pallier l'absence de soins et qu'il était possible de rentrer ou de sortir au gré des déconvenus. Une sorte de prison à la carte qui permet la prise en charge de son malade, la famille se substituant aux actions de l'État. En l'occurrence, les pétitions conduisent à des circuits entre les principaux centres d'intérêt à l'intérieur des villes, du domicile, la prison, les administrations, et par extension à des périples sur les routes. L'exemple du citoyen Baumel s'avère éclairant tant sur l'environnement spatial très étendu du Gard, avec la forteresse de Nîmes en son centre, que sur les pratiques habituelles de transport. Les travaux routiers, de ponts, de remise en état des grands chemins, d'indication des distances sur des bornes kilométriques sont entrepris dans le Gard dès le milieu du XVIIe siècle. À cette époque, le grand chemin de la Poste va de Pont-Saint-Esprit à Toulouse. Voilà. Donc une circulation transversale. Les voies secondaires et les chemins vicinaux de troisième classe relient les bourgades entre elles. On se déplace en coche à une moyenne horaire d'une lieue, soit 4 à 5 kilomètres. Donc la lettre du citoyen Baumel illustre l'implication de son épouse dans la traque aux documents.
Le citoyen est captif à la citadelle de Nîmes en vertu d'un mandat d'arrêt du comité de surveillance du Gard. Ces attestations restent lettres mortes. Alors, il mentionne dans sa lettre qu'à la suite de sa visite à la prison de Nîmes, son épouse va être obligée de regagner Pont-Saint-Esprit. En effet, le représentant du peuple, Bory, exige l'avis de ce district et un aval de la Société populaire de Bagnols. Pour le retour, en partant de cette ville de Bagnols, située le plus au nord du Gard, on descend par Bagnols et on parvient à Nîmes après un trajet de 70 km environ. L'environnement est hostile, même si le réseau routier semble entretenu. Il faut imaginer l'état des chaussées, les ornières qui se creusent et la peur de verser. L'angoisse de circuler sur des voies peu sûres, la ville de Bagnols et ses alentours fourmillent de brigands. Les périples sur les routes permettent de compléter les certificats manquants, mais ils démontrent aussi la capacité des femmes à interagir dans un environnement d'exclusion et de mise hors la loi des époux, car ennemis ou contre-révolutionnaires. Et lorsque les conditions de vie s'aggravent, les femmes prennent immédiatement le relais. Le passage du domaine domestique vers le domaine économique s'accomplit sans réserve. Dans cette perspective, elles vont tenter de conserver leurs biens propres, le numéraire et l'immobilier. Dans cette partie, nous allons traiter des épouses de suspects qui tentent de conserver leur part d'héritage et leur dot. Au gré du dépouillement, de rares lettres révèlent une richesse familiale revendiquée. Les sollicitations établissent que les femmes de suspects maîtrisent la gestion des biens. En effet, grâce aux héritages, elles sont propriétaires d'immobilier et de quelques parcelles de terre qu'elles font fructifier. Les rapports sont complexes entre les individus qui perdent le contrôle de leur vie, puisque en prison, et les institutions. Les femmes de suspects agissent individuellement. Dans tous les cas, elles sont aux prises avec les administrations. Avec la part d'héritage, elles vont se focaliser sur la restitution des parchemins notariés mis sous scellé, à la fois au domicile familial et dans les études notariales, lorsque le notaire, à son tour couché sur la liste des suspects, est emprisonné. Les études notariales sont disséminées dans les chefs-lieux de district, dans les chefs-lieux de canton et dans les petites bourgades proches de la clientèle. Le notaire est un homme de loi. Il confère un caractère authentique aux actes. En dépit de la complexité sociale, les années 1793 voient le divorce autorisé. Donc, on voit aussi le partage de la gestion des biens par le mari et par la femme. Donc, mais malgré cette complexité et donc une difficulté de s'adapter dans un temps court quand même, le divorce, ce n'est pas quelque chose de courant. Donc, le notaire reste une référence sur laquelle s'appuyer pour prouver la provenance des biens et les partages entre toute la parentèle. Le recueil des deux exemples suivants a pour objet de rendre compte de la prépondérance des gestionnaires du district d'Alès qui s'insèrent dans le domaine des ressources familiales et des engagements souscrits. Dans la première pétition, Françoise Giraud, épouse d'Étienne Boudon, énonce qu'elle a hérité légalement de ses frères et sœurs de biens immeubles laissés par leur père. Les documents proviennent du district d'Alès. Ils ne permettent pas de situer avec exactitude les emplacements géographiques de l'appartement, des immeubles hérités, de l'étude notariale. L'épouse signale qu'à la suite de l'emprisonnement de son mari, la globalité de ses biens est saisie. Ils sont placés sous séquestre, ainsi qu'une somme importante de 4 600 livres donnée par son mari en contrat de mariage. Le contrat est remis par le notaire au receveur de l'enregistrement. L'épouse a menti. Il détaille avec précision la répartition de la somme. 2 000 livres proviennent du père, 2 000 livres proviennent de la mère, et c'est seulement 600 livres qui lui appartiennent en propre, en provenance de son époux. Il est exclu de lui restituer le numéraire. À l'inverse, l'administration lui doit justice et équité. Durant 2 ans, la Convention vote une série de lois qui définissent les obligations de l'État protecteur vis-à-vis des plus humbles. Et bien que Françoise Giraud soit une épouse de suspect
qui n'est pas des plus humbles, il lui sera octroyé à titre de provision une somme annuelle de 230 livres, qui sont les intérêts de sa dot, soit environ 20 livres mensuels. Cette somme, comparée au salaire de 2 ouvriers dans l'élevage des vers à soie, est moindre. Les gages de la citoyenne, par exemple, les gages de la citoyenne de Leuze s'élèvent à 30 livres pour 30 journées de travail, tandis que l'ouvrier d'Elga perçoit 50 livres, qui équivalent à 25 journées œuvrées. Soulignons que le salaire mensuel d'un gendarme est de 75 livres, mais il se doit d'entretenir son cheval. Dans la deuxième pétition, l'espace se cantonne à la ville d'Alès. Les documents circulent entre l'épouse, le prisonnier, le district, le receveur de l'enregistrement et le notaire. L'administrateur du district d'Alès retranscrit la lettre de Catherine Félix, femme de Jean Batté, détenue dans la maison d'arrêt de cette ville. Dans cette affaire, un contrat de mariage est passé chez le notaire Deleuze. Elle a reçu de son père boulanger à la commune d'Alès, à titre de dot, une pièce de terre de vigne et olivette. Le terrain est estimé à 800 livres. Il est situé sur les chemins à l'est de la ville, au quartier de Béringuerie. Des séquestres y sont apposés. L'exposante requiert que la terre soit distraite de la saisie et sollicite qu'on lui accorde une provision sur les fruits des biens de son mari Batté. La réponse parvient le 30 juin. Son bien lui sera rendu, elle est libre de le gérer, mais il faudra régler les frais de labour inhérents à l'entretien du sol. Donc, la loi est appliquée inégalement. Les démarches concernant le numéraire, les démarches concernant le numéraire n'aboutissent pas, car l'argent est versé en totalité dans les caisses du receveur du département et ce dernier est dans l'impossibilité de rembourser les fonds, car les caisses de l'État sont irrémédiablement vides. Quant au bien de l'épouse Jean Batté, il repose sur la propriété du sol. La terre n'a pas été vendue, il est donc plus aisé de lui restituer. En conclusion, la dislocation de la cellule familiale est plus marquée au sein de la société civile car l'État protège les épouses de gendarmes. Ils sont des militaires, ils perçoivent sur le front un salaire, tandis que l'emprisonnement des hommes suspects plonge la famille dans l'instabilité économique puisque le revenu de l'époux disparaît. Les femmes sont incluses dans un processus collectif. Elles sont dépendantes, mais à ce moment de l'histoire, elles ont droit de s'exprimer et surtout leurs réclamations sont entendues. Les pétitions sont des moyens d'action qu'elles utilisent et leur déplacement entre les centres d'administration, d'un cercle à un autre, d'une ville à une autre, accrédite le rôle crucial de la solidarité familiale qui prévient de l'accablement moral dans les prisons et de la misère dans la vie de tous les jours. Donc, les femmes tâchent de vivre, c'est une expression retrouvée très souvent, les femmes tâchent de vivre du sien. Donc, elles réclament des aides et ne peut-on penser que toutes ces indemnités qui se substituent momentanément aux ressources privées préfigurent les droits sociaux d'aujourd'hui avec l'idée nouvelle que l'État se doit de protéger les plus vulnérables.